Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième résolution de l'année. On a vu cette semaine avec Florian, merci au passage, comment il était possible de vulgariser des problématiques complexes en planification. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les règles de l'art de la planification. Alors, c'est quoi tout ça? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous isoler 10 règles qui, selon moi, sont importantes. En tout cas, pour ce qui me concerne, quand je fais un planning, je les applique. Alors, est-ce que je fais cette vidéo parce que cela signifie qu'il y a beaucoup de plannings qui traînent et qui ne sont pas faits dans les règles de l'art? Oui, globalement, je le constate. Alors évidemment, il y a plein de gens qui font des choses très très bien, mais il y a encore beaucoup de plannings qui, selon moi, ne sont pas suffisamment robustes et ne permettent pas une analyse du projet de manière objective. Et ça pose un véritable problème quand après on veut faire de l'analyse de risque, etc. Donc c'est important de respecter certains standards, peu importe l'outil qu'on utilise. Attention, je ne suis pas là pour orienter les gens sur un outil plutôt qu'un autre. Je vais peut-être cibler certains outils quand je vais évoquer ces 10 règles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces outils, ça veut simplement dire qu'il faut être prudent avec ce que ces outils vont vous permettre de faire ou pas. D'accord ? Donc voilà, là c'est plus les règles générales. Alors je vais les lister, c'est évidemment pas exhaustif, mais voici quelques éléments qui je pense sont intéressants à appliquer. Quand moi je commence un projet, généralement, j'aime bien codifier mes activités, mes tâches correctement. Okay ? Alors c'est-à-dire que j'aime bien définir un préfixe et une séquence numérique. Alors le préfixe me permet souvent d'identifier le métier. C'est comme ça que moi souvent je fais, donc les activités de terrassement, de génie civil vont toutes être bien identifiées avec cet identifiant d'activité que je vais avoir sur toutes mes tâches. La séquence numérique est simplement un numéro qui va s'incrémenter et qui va me permettre d'identifier mes tâches. On peut également ajouter des suffixes, il y a d'autres façons de codifier, mais à minima, moi j'aime bien avoir tout de suite l'identification du métier sur mes activités. Ça permet de les trier, de les filtrer et de les mettre à jour, parce que bien souvent on fait des mises à jour planning, on a différents contributeurs et c'est important d'isoler les activités plus facilement qui ont été mises à jour. Voilà. C'est un principe que j'essaie d'appliquer autant que faire se peut. Voilà. Deuxième aspect, la structuration. Très important pour moi de structurer son projet avec un WBS à minima. Donc le WBS, c'est la structure de découpage de votre projet, la plus précise possible. Ne vous interdisez pas d'ajouter d'autres niveaux d'organisation. J'aime bien le PBS qui lui va plutôt s'intéresser aux produits qu'on va devoir réaliser. C'est une approche projet aussi, mais plus tournée vers les livrables. On a le LBS que j'adore évidemment, qui est une structure arborescente géographique. Et ça c'est plutôt intéressant quand on travaille notamment sur des projets d'infrastructure linéaire. On a l'OBS qui lui va plutôt s'intéresser à l'organisation et aux différents acteurs du projet. On va plutôt avoir une lecture par partie prenante et c'est intéressant aussi. Bref, on peut user et abuser de ces différents niveaux d'organisation. Et généralement, on va éviter les activités récapitulatives. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est des structures assez rigides, que d'ailleurs tous les outils ne proposent pas. Par exemple, Primavera ne propose pas de faire des activités récapitulatives puisque Primavera nous incite à utiliser des WBS. Project, lui, permet de le faire, mais on se rend vite compte que ça a des limites et donc il est préférable de plutôt privilégier les structures type WBS. Voilà, pour faire ça. Également, la partie calendrier, qui pour moi est également très importante. Créer tous les calendriers du projet, parce qu'on peut avoir des calendriers par métier, par zone géographique, etc. Donc c'est important de bien les définir en amont et surtout de bien les associer aux tâches. Trop souvent, nous recevons des plannings qui ont été faits sur certains outils et qui n'ont pas de calendrier.
Ça, c'est très embêtant quand notamment on veut faire des échanges de planning entre différents outils ou tout simplement qu'on va avoir une analyse sur des durées, des choses comme ça. S'il n'y a pas de calendrier, évidemment, ça perd un peu de son sens. Voilà. Quatrième point et cinquième point, je les ai mis un peu ensemble parce que ils sont étroitement liés. Je vais essayer de limiter un maximum les contraintes sur mes activités. C'est quoi les contraintes? C'est les contraintes fortes, celles qui disent je dois démarrer je dois finir je dois impérativement travailler entre telle date et telle date. Ça, il faut vraiment l'éviter. Pour moi, ces contraintes n'ont de sens que si elles sont fixées sur les jalons qui sont imposés par votre client. Toutes les autres tâches, pour moi, n'ont pas à avoir de contraintes. Et donc, il est préférable dans ces cas-là, si on va avoir des comportements particuliers, utiliser plutôt les techniques de placement des activités, à savoir, je veux démarrer au plus tôt ou au plus tard. D'accord ? Et ensuite, c'est vraiment les liens qui vont placer vos activités correctement. Ça, c'est vraiment important parce que si on joue trop avec les contraintes, finalement, à quoi ça sert de mettre les liens et les décalages et tout ce qui va arriver, on va perdre en intérêt et tout ce qui va être également chemin critique va être complètement perturbé. Point numéro 6, et qui est également dans la continuité de ce que je viens de voir, ça va être la densité logique. C'est quoi la densité logique? C'est le nombre de liens qu'on doit avoir sur nos activités. Et on doit, tant que faire se peut évidemment, s'approcher de 2. De 2, pourquoi? Parce que c'est un lien entrant et un lien sortant. Ce qui est surtout important, c'est que toutes vos activités aient un lien entrant et un lien sortant à minima. Plus, c'est trop, mais ça peut être des fois indispensable. Donc si on en a 3 parfois, voire 4, ça passe. Mais surtout que vos activités aient bien des liens sortants. Une activité qui n'a pas de lien sortant est finalement une activité qui va avoir une marge, qui va aller jusqu'à la date de fin du projet, qu'elle soit libre au total. Et ça pose évidemment un souci. Donc c'est important, et pareil sur les liens entrants. Très très important ces aspects-là. Toujours sur cette partie lien, un 7e point me paraît essentiel, c'est les liens début-fin. D'ailleurs, certains outils ne proposent même pas de faire ces liens-là, mais ce sont ces fameux liens pour faire un rétro-planning. Alors des fois, ça peut être utile juste pour planifier grossièrement quelque chose et voir un petit peu où ça pourrait nous emmener, mais il faut surtout éviter ça parce qu'effectivement on perd toute la logique du chemin critique avec des liens début-fin, et il faut éviter un maximum les liens début-fin, il faut même les interdire tout simplement. Ça, moi en tout cas, je les enlève et je préfère des fins-début avec un positionnement au plus tôt ou au plus tard, fonction de ce qu'on cherche à faire, que d'utiliser effectivement des débuts-fins. Ensuite, je vais m'intéresser plutôt aux ressources. Alors pourquoi je parle de ressourcer à minima? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, nos activités doivent avoir à minima certaines ressources. Ça peut être des ressources très simples comme la notion d'atelier. Tiens, j'ai un atelier de terrassement, j'ai un atelier d'assainissement, etc. On va identifier les ressources simples qu'on veut utiliser. Ça peut être aussi des ressources plus détaillées, mais à minima ces ressources. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous permettre de définir, de créer des plans de charge, d'identifier un nombre de fronts, un nombre d'ateliers en simultané, sans le moindre effort. Et ça, c'est important parce que voilà, c'est quand on commence à faire de l'analyse et qu'on essaie de trouver des voies d'optimisation du planning, et bien si on a des ressources, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc pour moi, il faut à minima mettre ces ressources d'atelier sur les activités. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît très important. Enfin, je crois que c'est le 10e point, parce que... Non, c'est le 9e point, j'ai encore un point après, pardon. Enfin, le point qui me paraît très très important, c'est de faire vivre sa note d'hypothèse en simultané avec la création du planning. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, quand je fais un planning, quel qu'il soit, quel que soit le logiciel sur lequel je travaille, j'ai mon petit fichier Word qui est installé éventuellement sur mon deuxième écran, et quand je commence à tirer des traits, quand je commence à dessiner des activités, que je commence à mettre des rendements, des quantités, des ressources, et bien tout ça, je l'écris. Pourquoi je suis parti à faire du déblai à 200 mètres cubeurs?
pourquoi j'ai attaqué au nord et pas au sud, pourquoi il y a une contrainte sur cette activité et à quel élément de mon fascicule cette contrainte fait référence, etc., etc. Très très important parce que faire sa note d'hypothèse à la fin est déjà juste insupportable. Et pareil, les hypothèses qu'on a prises vis-à-vis des calendriers, il faut le faire en même temps. Et d'ailleurs, quand j'envoie mon planning, je l'envoie avec ma note d'hypothèse. Pour moi, ces deux éléments sont indispensables et doivent être constitués simultanément. Voilà, tout simplement. Donc, élément important pour moi, c'est cette note d'hypothèse qui va vivre et qui d'ailleurs va expliquer un peu tous les points qu'on vient de faire avant aussi, expliquer pourquoi on a structuré le projet de la sorte, etc. etc. C'est important. Et enfin, un point assez important, et souvent qu'on peut négliger, c'est faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre durée des tâches et durée du projet. C'est ce que nous, on va appeler granulométrie. C'est sûr que si vous avez un projet qui dure 2 ans et que vous avez des activités qui durent 300 ou 400 jours, il y a peut-être un problème de niveau de détail. Alors après, ça peut évidemment dépendre de la phase. Quand on est en phase très amont, évidemment, on comprend qu'il y ait des activités qui puissent être aussi longues parce que pas encore détaillées. Mais clairement, il faut qu'il y ait une cohérence entre à la fois la phase du projet, est-ce qu'on est en phase très amont, est-ce qu'on est en phase d'appel d'offres ou en phase d'exécution, donc entre la durée de nos tâches et cette durée du projet. Donc ça c'est vraiment important de bien juger cette fameuse granulométrie. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Vous voyez, pas très long, vous pouvez retourner à vos activités. C'était ma 3e résolution. On se retrouve semaine prochaine pour la 4e. Je crois que c'est Florian qui revient. À très bientôt, au revoir.